Il est 19h30 à Cotonou, 19h30 partout au Bénin. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette grande messe de l'actualité. À la une, Conseil des ministres du mercredi 23 juillet sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon, l'exécutif s'est penché sur plusieurs décisions, entre autres la déclaration d'utilité publique pour abriter une zone économique spéciale à Kétou, à suivre la quintessence des échanges issus de cette réunion hebdomadaire. Dans cette édition, le Bénin s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance le 1er août prochain. En prélude à cet événement, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a tenu une conférence de presse ce mardi au siège du Parti Les Démocrates. Plus de précisions dans ce journal. À la page inter, les États-Unis ont annoncé ce mardi se retirer de nouveau de l'UNESCO, l'Organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture, estimant qu'elle fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes clivantes. À nouveau, bonsoir. Ouvrons tout de suite ce journal par le traditionnel acte des mercredis. La rencontre des membres du gouvernement s'est tenue ce 23 juillet. Parmi les décisions majeures, la commune de Kétou a été choisie pour accueillir une zone économique spéciale. Le gouvernement a délimité la zone et l'a déclarée d'utilité publique. D'autres décisions ont été prises suivant le point avec le porte-parole du gouvernement. Réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations, qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter, qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels, opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre, un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ces interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord
et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. À l'approche du 65e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance prévue pour le 1er août 2025, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est exprimé sur le contexte et les attentes autour de cette commémoration, la dernière sous le mandat du président Patrice Talon. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au siège du parti Les Démocrates à Cotonou, suivant un extrait du porte-parole du cadre de concertation. Vous avez observé avec nous et avec tout le peuple entier la brutalité sans cause et répétée avec laquelle le pouvoir en exercice s'oppose aux redditions de comptes de l'opposition à ses mandats. Le rapport d'Amnesty International d'avril 2025 en dit long. La persistance de cette répression et de ces méthodes à quelques mois des élections générales de 2026, le refus de dialogue et le maintien en l'état du code électoral chrysogène décrié par la quasi-totalité des forces vives de la nation, sans oublier les différentes entraves à la liberté de réunion des partis, membres du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition et même des syndicats, prouvent à suffisance la détermination du pouvoir à faire planer la peur aux fins d'éviter les élections transparentes, libres et équitables, et appelle le peuple à se préparer pour le marquer à la culotte en se déplaçant massivement vers les urnes et en se déployant rigoureusement pour une surveillance massive. Tout laisse croire, chers amis de la presse, que tout est fait exprès pour renforcer l'opacité dans laquelle notre pays, notre économie est gérée, et pour en ajouter aux conséquences de la situation chaotique faite de peur généralisée qui pointe à l'horizon en 2026, laquelle situation n'est rien d'autre que la résultante des bains de sang successifs imposés à notre peuple à diverses occasions et d'un code électoral monté à dessein. C'est dans ce contexte que doivent se dérouler les manifestations commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance de notre grand et beau pays, le Bénin, de Béhanzin, de Biokra et de Kaba. La dite commémoration étant la dernière qui sera célébrée sous les auspices du président Patrice Talon, vous convenez avec nous qu'elle devrait être l'occasion d'un véritable rassemblement des filles et fils du Bénin autour d'un idéal commun, fédérateur
et provoquer une réconciliation de la nation avec elle-même. C'est pourquoi, face aux inquiétudes grandissantes, nous lançons un appel pressant au président Patrice Talon afin qu'il s'engage résolument à faire les gestes utiles. Libération des détenus politiques, retour des exilés politiques, dialogue politique et assises nationales. Pour être en phase avec la volonté de son peuple, au fin de donner un éclat particulier et susciter une adhésion populaire à cette fête. Et dans le reste de l'actualité, titulé de l'autorité parentale, le père et la mère utilisent le droit et accomplissent le devoir pour décider de ce qui est bon pour leur enfant, avec un objectif, le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement. Un parent peut-il forcer son enfant à exercer son métier? Voici un activiste des droits de l'homme nous en parle. Les parents ont l'obligation de suivre les enfants jusqu'à un certain niveau. Mais après, quant à l'option que l'enfant doit prendre, cela revient à l'enfant de choisir ce qu'il doit faire, en particulier son métier. Parce que c'est l'enfant qui va suivre, l'enfant qui va bénéficier des retombées de la carrière qu'il va embrasser. Les inconvénients, c'est l'enfant. Mais à chaque fois, il faut donner la possibilité aux enfants de choisir. À la rigueur, on peut leur proposer ça, ça et ça. Et quitte à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Parce que, n'oublions pas, il y a un danger quand il y a obligation. Il y a un danger quand il y a imposition. Il y a un danger quand on force quelqu'un à faire quelque chose. Surtout que lorsque la chose est contre sa volonté. Du coup, il arrive souvent des moments où, à force d'imposer un métier, une carrière, parce que déjà, si le papa est médecin, on le force à devenir médecin. Quand il est ingénieur des travaux publics, on le force à faire les travaux publics. Je pense que ce n'est pas bon. Parce qu'à la longue, ça entraîne des maladies psychologiques chez l'enfant. Par exemple, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui relève de la psychiatrie. Si bien que les enfants à qui on a imposé quelque chose là, vivent dans deux mondes. Ce n'est pas parce que le papa est médecin, qu'il a un bras long dans le secteur de la santé que forcément l'enfant doit embrasser une carrière dans la médecine. Chaque enfant porte en lui un germe qu'il est amené à développer. Et si le choix du parent n'est pas compatible avec ce que l'enfant porte en lui, ça va générer forcément un conflit. Un conflit par la suite. Et par-dessus tout, un conflit psychologique, si possible psychiatrique. Et si dans ce contexte, l'enfant, à un moment donné, a eu à échanger avec son papa pour que ce dernier sache raison garder, pour que ce papa vienne à accepter le choix que lui, l'enfant, fait, parce qu'après tout, il est responsable de sa carrière. Et si, par-dessus tout, parfois, c'est la position de l'enfant qui l'emporte et à la suite, on voit des désastres, par la suite, l'enfant est en droit de dire, en son temps, j'avais refusé. Dans ce contexte-là, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants et savoir respecter le choix de chacun. Et savoir concéder. Les parents doivent apprendre à concéder. Et dans certaines mesures, les enfants aussi doivent savoir écouter ce que leurs parents disent. Mais par-dessus tout, c'est le choix de l'enfant qui est privilégié.
parce que c'est lui qui emporte la responsabilité, c'est lui qui veut embrasser sa carrière et sa carrière doit lui donner satisfaction. Et je m'en vais demander aux parents qu'à un certain moment, il faut savoir écouter les parents, les enfants du moins. Il faut savoir observer les enfants. Il faut savoir les écouter pour voir ce qui est bon pour eux et non ce que les parents veulent qu'ils fassent. Comme ça, on éviterait beaucoup de dégâts sociaux. En interactualité, le Sénat nigérian a donné son feu vert au plan du président Bola Tinubu visant à contracter plus de 21 milliards de dollars de dettes extérieures afin de combler les déficits du budget 2025. Les fonds sont destinés à des secteurs clés tels que les infrastructures, la santé, l'éducation, la sécurité et le logement. Le reportage. Le Sénat nigérian approuve le plan d'emprunt extérieur du président Bola Tinubu de 21 milliards de dollars qui vise à combler les déficits du budget 2025. Des fonds qui seront utilisés pour les infrastructures, les soins de santé, l'éducation, la sécurité et le logement. 3 milliards de dollars seront alloués à la rénovation d'une ligne ferroviaire. Arrivé au pouvoir en 2023, le président Bola Tinubu a lancé des réformes économiques, notamment la suppression des subventions sur le carburant et la dévaluation du naira, dans le but de stimuler la croissance. Des mesures qui ne sont pas toujours appréciées par la population, certaines ont même entraîné une hausse de l'inflation et du coût de la vie. Pour les observateurs économiques, ce recours à l'emprunt illustre l'orientation du président vers une politique d'expansion budgétaire afin de relancer l'économie malgré des recettes limitées. L'ONG Human Rights Watch a accusé l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ce mardi d'avoir perpétré des dizaines d'exécutions, sommaires et de disparitions forcées d'hommes de l'ethnie Peul depuis janvier. Dans le cadre d'opérations anti-djihadistes, les Peuls accusés de grossir les rangs des groupes islamistes qui minent le Sahel sont régulièrement pris pour cible par les armées de la région. Suivons. Human Rights Watch a rapporté mardi que les forces armées maliennes et leur supplétif russe Wagner ont procédé à de nombreuses exécutions sommaires de personnes de l'ethnie Peul. L'organisme a indiqué que depuis janvier 2025, l'armée malienne et le groupe Wagner ont exécuté au moins une douzaine de personnes Peul et fait disparaître au moins 81 hommes au cours d'opérations conjointes visant des groupes armés islamistes. Le groupe de défense des droits de l'homme a déclaré que les groupes armés islamistes ont concentré leur recrutement sur la communauté Peul et que le gouvernement malien a brouillé les frontières entre les civils Peul et les combattants islamistes. Situation qui aurait mis la communauté Peul en danger selon l'association humanitaire. Ilaria Allegrosi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, a déclaré que les hauts fonctionnaires maliens et russes pourraient être tenus pour responsables des crimes internationaux commis par leurs combattants. Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane a été inculpé ce mardi de 5 chefs d'accusation, dont incitation au terrorisme et désobéissance civile. Figure montante de l'opposition et populaire auprès de la jeunesse, il avait mené un mouvement de contestation contre les résultats des élections de 2024 remportés par le parti au pouvoir, le Frelimo. Le reportage. L'opposant Venancio Mondlane a été inculpé mardi par le ministère public du Mozambique de 5 crimes liés aux violences post-électorales de 2024. Parmi ces chefs d'accusation figurent l'incitation à la désobéissance collective et l'instigation au terrorisme. L'homme politique a déclaré qu'il avait constitué une équipe d'avocats internationaux et qu'il abordait le procès avec sérénité. Il s'est par ailleurs félicité d'avoir pour la première fois en 30 ans de démocratie levé le voile sur la fraude et résisté aux acharnements du régime. Depuis octobre, le Mozambique est secoué par de violentes vagues de protestations dues à la dénonciation des fraudes lors des présidentielles du 9 octobre par Venancio Mondlane, deuxième de cette élection, avec 20,32% contre 71% des voix pour le candidat du Frelimo.
Un résultat rejeté par l'opposant qui a appelé aux manifestations. Depuis, au moins 400 manifestants auraient été abattus et 600 autres blessés par la police lors des protestations qui ont conduit à la destruction d'installations publiques. Les États-Unis ont annoncé ce mardi leur retrait de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce retrait s'inscrit dans une série de désengagements spectaculaires des États-Unis vis-à-vis du système onusien sous Trump. Le président républicain avait déjà retiré son pays de plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies. C'est après moi. Les États-Unis se retirent à nouveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Washington a annoncé son retrait mardi en raison de ce que la Maison-Blanche considère comme un parti pris anti-israélien, 2 ans seulement après son retour dans l'institution. L'UNESCO et la Maison-Blanche n'ont pas immédiatement confirmé la décision américaine, mais ce sera la 3e fois que les États-Unis quittent l'organisation basée à Paris, et la 2e fois avec Donald Trump. L'actuel président s'était déjà retiré de l'agence au cours de son premier mandat avant que son successeur Joe Biden n'y revienne après une absence de 5 ans. La décision qui ne surprend guère les responsables de l'UNESCO prendra effet à la fin du mois de décembre 2026. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.